Et c'est parti pour ce soir, pour faire naître la confiance avec Catherine Emile-Périssol. Nous attendons 2 ou 3 minutes de manière à ce que vous puissiez vous connecter. Vous allez recevoir les notifications, vous allez nous rejoindre. 2 ou 3 minutes de manière à ce que vous puissiez vous connecter. Il y a un écho. Donc Joël, bienvenue. Bonjour Joël, merci de participer. Vous pourrez poser des questions tout au long et Catherine répondra de temps à autre au moment où elle s'arrêtera du flux naturel de la conférence pour répondre en direct à vos questions. Voilà comment ça va se passer. Je poserai les questions qui sont dans le chat à Catherine et elle vous dira bonsoir Joël. Un autre Joël, nous avons 2 Joël qui Bonsoir participent. Joël. Donc, nous attendons les autres amis et nous allons démarrer dans 2 ou 3 minutes. Je présenterai Catherine. Donc là, vous la voyez déjà. Elle est là, à côté de moi. Et puis, je tramerai, on va dire, en posant des questions qui vont aller dans le sens de ce qu'elle exprime autour de faire naître la confiance. Bonsoir Kevin, bienvenue Kevin. Bonsoir Gérald. Bonsoir, bonsoir Gérald. Il s'agit de notre Gérald, bien connu et bien aimé. Merci d'être là. Bonsoir mesdames. Bonsoir Gérald. Émotionnel est avec nous. Et donc, comme souvent sur les lives Facebook, il y a un petit temps de latence. C'est-à-dire que nous accueillons les personnes comme dans une salle de cinéma. Et vous vous asseyez, vous installez bien confortablement, vous prenez une tisane et ça va démarrer. Donc, encore quelques minutes. Dites-nous, montrez-nous, et si vous voulez bien, parce que c'est intéressant de diffuser de plus en plus les connaissances sur la logique émotionnelle. Merci de partager avec vos amis, si vous le souhaitez. Maryse. Bonjour. Coucou Maryse. Maryse. C'est votre nom, Maryse? Parce que votre abréviation du... Bonsoir Véronique. Oh, Véronique. Oh. Alors, la personne qui a l'abréviation Louté, est-ce que c'est votre prénom est Maryse, de manière à ce que je puisse, si vous voulez bien me répondre. Donc, c'est les joies du direct. Catherine regarde le chat de loin. Combien de temps va durer le live, Kevin? Le live va durer 1 heure. Oui, donc Louté nous dit qu'elle s'appelle bien Maryse. Donc, j'essaierai de me souvenir tout au long, puisque c'est moi que vous appelez Maryse, mais peut-être qu'il y aura des petits ratés. Alors, est-ce qu'on attend encore un peu? Technicien, 3-4 minutes, nous en sommes où? Il y a encore. Donc, merci de vous connecter, merci d'être connecté, merci d'être là pour écouter Catherine parler de faire naître la confiance. Et puis, surtout, ou en plus, si vous le souhaitez, il y a derrière le dernier livre de Catherine, Ma Bible des émotions, coécrit avec sa fille Aurore Emlet, qui est journaliste, et qui est paru aux éditions Le Duc, qui est sorti fin août, donc c'est dans votre... Allez, je ne vais pas faire de promotion, mais chez votre libraire. Encore un peu, monsieur le technicien? Oui, on peut y aller. Oui, donc Kevin est d'accord pour que ça dure 1 heure et de rester avec nous pendant 1 heure. Merci Kevin et merci chacun. Et nous avons des j'aime pour Catherine. Encore un peu. Donc, nous allons parler de faire naître la confiance. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure. J'aurai l'honneur de présenter Catherine qui est à mes côtés. Catherine qui m'a formée à la logique émotionnelle il y a fort longtemps et qui continue de me former à la logique émotionnelle. Nous en reparlerons pour voir comment vous pouvez vous former vous-même à cette belle logique de vos propres émotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient nous rejoindre? On y va? Allez, on y va. Allons-y. Le technicien nous fait un petit coucou. Et pour moi, le plaisir de parler de ce sujet avec vous pendant 1 heure et puis de répondre à vos questions. Je compte sur vous pour, animer
cette conférence de manière à ce que vraiment vous entendiez combien la connaissance du processus de logique émotionnelle, ça nous parle tous les jours et nous sommes tous totalement impliqués dans cette connaissance et ce serait bien vraiment que chacun en soit convaincu. Allez, on y va. Des questions, Catherine? Non. Non, pas mes questions d'abord. Qui es-tu? Catherine Emblay-Périssol, médecin homéopathe, thérapeute, conférencière et surtout, créatrice de la logique émotionnelle. Et pour être beaucoup plus exact, révélatrice de la logique des émotions. Et donc, maintenant que nous sommes partis, vous pourrez, comme je l'ai dit au début, poser vos questions. Catherine vous l'a répété. Et donc, elle va s'arrêter à certains moments pour répondre à vos questions à vous. Et avant, je vais lui poser des questions à moi que l'on a préparées. Donc, il s'agit ce soir de faire naître la confiance. Catherine, comment t'est apparue la logique dans le processus émotionnel? Est-ce que c'est tes études de médecine qui auraient facilité cette émergence? La question est simple et compliquée. Je pense que c'est vraiment une convergence à la fois d'une histoire personnelle, puisque on ne devient pas médecin, on ne devient pas thérapeute sans être dans son histoire directement impliqué à la connaissance de soi et aux soins. Donc, bien sûr que la fac de médecine, bien sûr que la décision à un moment donné de découvrir comment soigner l'autre, comment fonctionne le corps et l'esprit de chacun, ça a largement favorisé, on va dire, la voie, la logique émotionnelle. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas tant à l'émotion que je me suis intéressée qu'à sa logique, c'est-à-dire il était inimaginable que, de la même manière qu'un corps, lorsqu'il est heurté, lorsqu'il est choqué, lorsqu'il rencontre des microbes, lorsque il se dérègle, etc., ça suit une logique. Mes études de médecine m'ont enseigné qu'il y avait une logique dans le développement de certaines maladies. Et de façon tout à fait évidente pour moi, très très tôt, avant même que je ne rencontre les personnes qui m'ont vraiment ouvert une voie de compréhension dont je vais parler tout de suite, il était impératif que je découvre cette logique, que je découvre la voie, que je découvre le mouvement qui était à l'origine de comportements qui étaient totalement incompréhensibles pour moi. Et j'ai le souvenir vraiment, adolescente puis jeune médecin, de écarquiller les yeux, mais essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que les êtres humains se comportent comme ils se comportent et que l'émotion qui était perceptible dans certains comportements, que ce soit des comportements liés à la colère, que les comportements liés à la peur, des comportements liés à la tristesse, des comportements liés à l'excitation, au dégoût, etc., c'était pas imaginable pour moi de ne pas en trouver le sens, de ne pas découvrir quels étaient le mouvement, le processus qui était à l'origine de tels comportements, surtout quand ces comportements touchaient la violence, le rejet, la violence, la haine. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ça aussi qui m'a habité et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes absolument exceptionnelles dans ma vie, que ce soit alors ce sont des médecins beaucoup, ou des chercheurs, ce soit Henri Laborie, et puis après de nombreux chercheurs en neurosciences, qui m'ont véritablement éclairé, c'est-à-dire qui m'ont dit si c'est possible de comprendre le processus émotionnel en allant regarder du côté des sciences, du côté pas simplement de la médecine, mais vraiment de la recherche, que ce soit la recherche en biophysique, en biochimie, en cybernétique, et évidemment en biologie, c'est là où ça s'est le plus éclairé. Mais je sais très bien que cette approche n'aurait pas pu se faire si parallèlement je ne m'étais pas complètement engouffrée dans la compréhension de la comédie humaine chez Balzac, ou voilà, je suis une lectrice assez compulsive. Et donc tout ça s'est combiné pour pouvoir décoder, parce que c'est vraiment un décodage, décoder des comportements, des sensations,
la nature de nos perceptions, de nos représentations. Et ça s'est fait sur le temps, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le premier bouquin en 2002, aujourd'hui, je le valide, mais je sais aussi que la Bible, ma Bible des émotions, est un livre qui a une longue maturité de plus, qui permet d'aller beaucoup plus loin et qui est aussi le fruit d'années et d'années de thérapie, de travail thérapeutique, d'écoute thérapeutique, évidemment de formation. Voilà, donc c'est tout ça qui a éclairé mon chemin et je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à préciser la nature de ce processus. Donc, Catherine, peux-tu nous exprimer plus intimement d'où vient l'émotion? Quelle en serait la définition? L'émotion, c'est ça, c'est-à-dire que, enfin c'est ça. L'émotion, c'est un. Quand j'ai appris, moi, quand j'ai lu, quand j'ai appris, et notamment pendant mes études de médecine, à décoder, à essayer de comprendre les comportements des patients, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, l'émotion était un terme utilisé aussi bien pour raconter les sensations et les ressentis qu'un terme pour mettre en évidence certains comportements ou pour mettre en évidence certains types de pensées ou de représentations, ou pour parler des réactions comportementales, émotionnelles, etc. Et donc, le mot émotion, c'était un mot un peu fourre-tout dans lequel on mettait énormément de, comment dirais-je, d'observations ou de concepts. Mais si nous nous en tenons processus, à l'émotion comme un processus, l'émotion, c'est un mouvement. Émotion, c'est motion, mouvement, et émotion, c'est-à-dire c'est un mouvement ordonné. Donc, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. L'émotion, c'est un processus naturel, biologique, qui est corporel et psychique, et qui nous met en mouvement dans une situation qui appelle notre adaptation, notre réactivité. Et de ce fait, cette émotion, elle va colorer, donner une certaine tonalité, une certaine couleur à nos comportements, à nos actions, à nos besoins, évidemment, à nos représentations, à nos ressentis. Voilà, donc l'émotion, c'est un mouvement naturel du corps, donc de l'esprit, dans certaines situations auxquelles nous avons à nous adapter et qui est un mouvement naturel, un mouvement qui commence non pas dans le conscient et la pensée, mais qui commence dans le corps et qui commence dans la mobilité du corps pour s'adapter à certaines situations. Et donc, c'est un mouvement corporel suivi, qui se poursuit après dans le psychisme, mais qui démarre déjà dans cette impulsion à répondre à certaines situations par cette mobilité, par ce mouvement. Donc c'est très très important d'entendre que l'émotion n'est pas que ce système psychique, mais qu'au contraire, l'émotion, c'est un phénomène naturel, corporel, qui est une véritable solution du corps pour nous adapter à certaines situations. Donc la définition de l'émotion, il y a quelque chose de plus dans la logique émotionnelle par rapport à cette... Ah ben oui, il y a quelque chose de plus qui est extrêmement important, c'est que à partir de ce mouvement corporel, l'émotion se déploie dans comment dirais-je, dans toute la dimension cognitive, c'est-à-dire dans des habitudes comportementales, dans des ressentis corporels, qu'on peut appeler le stress, l'inquiétude, l'angoisse, la colère, etc., mais aussi dans ce qu'on appelle nos représentations, c'est-à-dire les idées, des pensées que nous avons à propos de soi, des autres et du monde. Et donc, la logique émotionnelle met en évidence le lien extrêmement puissant, comme un écho, comme une sorte de résonance entre le corps et l'esprit. Et donc, l'émotion, c'est tout ça, c'est tout un cheminement, c'est tout un processus, c'est tout un mouvement, et qu'il est plus juste de considérer l'émotion, encore une fois, comme
cette mobilisation du corps et de l'esprit dans certaines situations et qui nous permet de rester vivants. Parce que quand même, l'émotion, c'est un processus qui a vocation à nous ramener, nous rappeler à notre propre existence, à la fois une existence corporelle et à la fois une existence sociale et affective. Juste un petit temps pour dire bonsoir aux amis qui sont venus nous rejoindre, qui participent. Donc, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais bonsoir Oksana, bonsoir Marie-Jeanne. Ah, Marie-Jeanne, bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Océane, bonsoir Cathy, bonsoir un autre Joseph. Ah non, c'est lui qui nous dit bonsoir. Bonsoir Joseph. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et Catherine répondra en direct. À certains temps précis de son discours, elle répondra. Donc, posez vos questions et je le lui donnerai au fur et à mesure. Là, nous avançons. Alors, un peu partout, on entend les personnes s'exprimer en disant besoin. Enfin, il me semble. On parle beaucoup de cette notion de besoin. Avec la notion que bon, j'ai besoin d'être aimé, il ne m'aime pas assez, mon patron ne me reconnaît pas, voilà, j'ai besoin de sécurité, moi, pour agir. Alors, le terme besoin est un terme qui s'est vraiment, déployé depuis un certain nombre d'années et s'est posé vraiment, notamment dans le domaine de la psychologie, de la communication, comme étant un terme fondamental. On parle des besoins essentiels de l'enfant, des besoins fondamentaux. Donc, si on regarde ce terme besoin à la lecture de la biologie, puisque c'est plus juste de se référer à ces mécanismes biologiques avant de s'engouffrer, on va dire, dans la pensée ou la représentation que l'on a des mots et des choses. Un besoin, c'est d'abord l'élan qui imprègne, on va dire, l'ensemble de nos cellules et donc à partir de là, l'ensemble de notre système nerveux et donc l'ensemble même de tout notre être vivant et donc qui nous appelle du côté de l'existence. Cette existence est une recherche automatique, non consciente, de conserver notre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, et donc, quoi que nous fassions, quelle que soit la situation qui est autour de nous, nous sommes systématiquement appelés, voire rappelés, par notre corps et notre esprit à répondre à ce besoin d'équilibre, ce besoin d'homéostasie, ce besoin d'équilibre, ce besoin d'existence. Donc, s'il y a un seul besoin, c'est celui-là. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire quelque chose pour répondre à ce besoin d'existence, d'équilibre et d'homéostasie. On y est systématiquement rappelé par l'organisation même de notre système nerveux. Donc le mot qui correspond véritablement à besoin, c'est existence, équilibre, homéostasie. Et aujourd'hui, des neuroscientifiques comme Antonio Damasio, par exemple, savent très très bien nous montrer cette réalité qui nous habite et que nous aurions tout intérêt à admettre parce que nous passons notre temps à garder l'équilibre sans nous rendre compte que nous ne pouvons pas échapper à notre propre équilibre. Alors après, il y a des équilibres instables et puis des équilibres qui sont coûteux parce que la façon dont nous répondons à notre équilibre, eh bien, il peut être très défensif, autrement dit très imprégné d'émotivité. Ça, oui, mais la recherche d'équilibre se fait de façon naturelle et automatique et donc notre besoin vrai, fondamental, c'est ce besoin d'existence, d'homéostasie et d'équilibre. Et ce besoin d'homéostasie, il va se traduire, on va dire, par des besoins qui sont évidemment des besoins fondamentaux. Il y a les besoins physiologiques, ça c'est sûr, mais les besoins les plus récurrents, les plus imprégnants, on va dire, c'est les besoins de sécurité, forcément. C'est pouvoir être en sécurité, se fier. On parlait de la confiance en début, donc on va y revenir. C'est le besoin d'être quelqu'un dans mon environnement, donc un besoin d'identité sociale dans la relation avec les autres. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle volontiers le besoin de sens, trouver du sens à sa vie et puis à l'environnement. Et le besoin aussi de plaisir, de gratification voilà. Donc, ce sont ces besoins-là
qui sont les plus racines. Il n'y en a pas tellement plus. Ils sont vraiment présents à l'intérieur de notre structure et ils répondent aux besoins biologiques du corps en sécurité, d'être en relation avec une identité et d'accorder du sens, voire du plaisir à tout ça. Après, eh bien, ce ne sont plus des besoins. Après, c'est la façon dont nous répondons à ces besoins. Et donc, il y a une distinction qui est rarement faite, mais que la logique émotionnelle est très, veille vraiment à la, comment dirais-je, à la précision de ce processus. Le besoin, il est incarné, il nous appelle, il est, j'ai envie de dire, fait de chair. À partir de là, c'est comment nous répondons à ce besoin, c'est-à-dire quels sont les moyens, quels sont les gestes, quelles sont les actions, quelles sont les habitudes, quelles sont les réactions immédiates corporelles qui répondent à ce besoin d'existence. Et donc, il y a vraiment un différentiel à faire entre les deux parce que sinon, tout est besoin. Et puis malheureusement, nous avons une très grande tendance, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à considérer que c'est à l'autre de satisfaire nos besoins. Voilà, j'ai besoin de sécurité, donc tu es prié de rentrer à l'heure pour éviter que je m'inquiète le soir quand tu sors. J'ai besoin d'être aimé, donc tu es prié d'être attentif à moi. J'ai besoin de comprendre ce que tu fais, donc tu es prié de me l'expliquer. Donc, on est vraiment dans cette habitude qui est une habitude de langage, qui consiste à attendre de notre environnement qu'il satisfasse notre besoin d'existence et notre besoin d'homéostasie. Et c'est en général le début des gros soucis et le début d'une tension relationnelle qui peut devenir assez rapidement conflictuelle. Je t'entends tout au long de ce que tu viens de dire, beaucoup parler d'homéostasie. Est-ce que tu pourrais nous préciser, qu'est-ce que c'est l'homéostasie, à nos amis qui parlent ce soir, qui sont là ce soir? Bonsoir Grégory. L'homéostasie, c'est un phénomène, c'est le phénomène même de la vie, c'est-à-dire c'est une recherche d'équilibre qui consiste à rester vivant dans l'environnement dans lequel nous sommes plongés. Rester vivant, c'est-à-dire trouver à l'intérieur de soi les ressources nécessaires pour rester en vie, conserver sa propre existence et trouver des ressources qui fait que nous grandissons à force de nous adapter. Mais l'homéostasie, c'est vraiment le mot qui correspond le mieux à l'homéostasie, c'est ce phénomène d'équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est comme dans la marche, hein, quand on marche, on est en équilibre, mais enfin, on est tout le temps instable. Mais c'est la même chose. L'homéostasie, c'est cette instabilité qui a vocation à restaurer l'équilibre quand quelque chose est venu perturber, on va dire, notre équilibre initial. Est-ce que ça parle mieux comme ça? Oui, il me semble. Nous accueillons les nouveaux participants qui viennent de se joindre. Nous avons Nathalie et Vincent. Nous avons Nadia et nous avons Lydie qui viennent de nous rejoindre. Bonjour les amis. Et donc Catherine nous confère autour de comment faire naître la confiance. Donc effectivement, ça me paraissait plus clair, puisque là nous sommes ce que j'entends au niveau du corps, et puis qu'il y a une extension peut-être à réexprimer, c'est-à-dire cette habitude que nous avons, peut-être plus psychologique, on va dire. C'est plus psychologique. Cet équilibre, il est vraiment important d'entendre que c'est la base même de notre confiance. C'est-à-dire que très souvent, la confiance, la tentation dans laquelle nous sommes tous de faire confiance, d'avoir confiance, etc., la tentation, c'est de regarder comment l'environnement, comment les autres nous rassurent dans nos habitudes et notre besoin d'avoir des repères fiables. La logique émotionnelle nous donne à entendre que là où véritablement se crée la confiance, c'est déjà de connaître comment notre propre organisme, notre propre mental, notre propre psychisme, comment il répond déjà à cet équilibre et comment il répond déjà
à la possibilité de se fier à soi existant et vivant. Ça a l'air d'être très très loin de la psychologie parce que évidemment que, et peut-être que des personnes vont poser la question, par exemple, c'est voilà, mon fils a 15 ans et il veut partir en vacances avec ses copains et alors moi je suis paniquée parce qu'il est beaucoup trop jeune et je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Et donc, quand je parle de confiance sur le mode de déjà se fier à sa propre expérience, ça paraît très très loin du souci de ce parent qui cherche des solutions, mais les solutions étant c'est juste qu'il ne parte pas avec ses copains en balade pendant les vacances. Donc, la confiance, si on ne voit pas, autant qu'on ne voit pas plus exactement, que la confiance, elle commence déjà par se fier à sa propre expérience, par se fier à mais comment moi, si mon fils est parti avec ses copains, comment moi, je vais pouvoir répondre à ma propre expérience de, ben voilà, j'ai vu mon fils, je sais qu'il ne fait pas n'importe quoi, il est plutôt fiable, il a un portable, donc je peux le joindre, donc qu'est-ce qui très concrètement va nourrir ce besoin de fiabilité et de sécurité intérieure qu'on nomme la confiance. Et donc, c'est se fonder sur sa propre expérience, alors que nous tous, il faut bien regarder, nous avons la tentation d'aller projeter sur ce qui risque de se passer, sur les autres qui ne sont pas fiables, sur des méchants qui peuvent bouleverser la vie. Évidemment, d'ailleurs, ça arrive. Mais la confiance, c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus expérientielle et corporelle que psychologique. Voilà, c'est déjà un point fondamental parce que si on ne se positionne pas déjà sur comment je fais moi pour me sentir vivante et en équilibre dans la situation relationnelle avec mon fils, si je ne me fonde pas déjà sur cette réalité vivante, j'allais dire vibrante, eh bien, notre esprit, lui, il va échafauder des scénarios plus ou moins catastrophes et évidemment, ça ne fait que aggraver ou enrichir l'anxiété, les projections et les attentes sur les autres. Donc, la confiance, vraiment, c'est un processus qui se construit, mais qui se construit à partir de l'expérience de chacun, que ce soit dans la relation, mais aussi dans notre façon de nous conduire nous-mêmes. Et je sais qu'en entretien avec les patients, mais évidemment c'est le même processus en formation, l'attention la plus forte doit être posée sur comment je fais moi pour satisfaire mes propres besoins, comment je m'y prends concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, et puis comment je fais pour que un sentiment de sécurité intérieure se crée, et il ne peut se créer que si nous nous fondons sur notre propre expérience. Les gens qui arrivent en disant cette situation est intolérable, je suis en apnée, je ne respire pas. Non, nous respirons, la personne respire. Si elle porte attention à la façon dont elle respire, il y a quelque chose qui immédiatement va diminuer en termes d'insécurité. Parce que nous sommes un corps vivant et que le meilleur moyen de développer cette confiance, cet état de confiance, c'est de nous fonder sur ce que nous vivons, sur ce que nous éprouvons, sur ce que le corps fait, sur ce que les expériences que nous avons mémorisées, et en nous fiant vraiment à ces expériences, c'est là que nous pouvons développer ce qu'on va appeler un état de confiance. Merci Catherine. Donc Maryse nous dit, la confiance c'est corporel avec un point d'exclamation. Oui, absolument Maryse. C'est, la confiance commence vraiment par l'expérience d'être vivant. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais il faut vraiment pousser cette porte parce que le discours sur la confiance, c'est un discours sur la confiance, nous porterait à penser que la confiance naît de bonnes pensées, des pensées positives, des pensées de joie, des pensées de satisfaction, des pensées bonnes pensées sur les autres, sur soi, etc.
force est de constater que c'est pas suffisant. J'en veux pour preuve des enfants qui ont été nourris par leurs parents de ces bonnes pensées. Tu vas y arriver, t'es bon, ne t'inquiète pas, il n'y a aucune raison de t'inquiéter, regarde, jusqu'à présent, tu as toujours bien travaillé, tu as eu des bonnes notes, etc. C'est comment tu peux stresser puisque tout va bien et tu peux avoir confiance en toi. Malheureusement, nous constatons que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'enfant est nourri par ses parents de bonnes pensées positives et qui tendent à valoriser les capacités qu'il a, que l'enfant sera confiant en lui, voire même, et ça va plutôt le déstabiliser parce que plus les parents le considèrent comme un enfant qui va réussir, plus l'enfant va se contraindre à réussir. Et donc, plus il va se contraindre à réussir, plus il va craindre d'échouer. Donc, on voit bien que la confiance, ce n'est pas un processus d'origine psychique. La confiance démarre par l'expérience corporelle. Pour cet enfant, mieux vaut dire regarde déjà ce que tu as fait, le temps que tu as consacré à la relecture, et puis ce que tu as déjà écrit sur le sujet, et puis les exercices que tu as déjà faits. Voilà, tu peux te fier à ça. Voilà, c'est l'expérience que tu as eue. On va déjà démarrer par le début et tu peux aussi te fier à la joie que tu as eue, à un exercice que tu avais particulièrement réussi, mais aussi tu peux te fier à ta peine, voire à ta colère quand tu n'avais pas travaillé autant et que tu as eu 2 sur 20. Voilà, moi, j'ai un souvenir d'un 2 sur 20 en anglais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'utilise ce chiffre. C'était douloureux, mais ça m'a aussi appris que ce que je faisais jusqu'à présent en anglais, ça ne devait pas être suffisant. Ça a été instructif. Donc Bernadette vient de nous rejoindre. Bonsoir Bernadette. L'idée, c'est que Catherine déroule la conférence et que tour à tour, les amis qui sont là ce soir, vous êtes entre 16 et 22 selon les moments, puissent poser vos questions et à certains moments, Catherine s'arrêtera pour y répondre. Ça permet d'entrer plus profondément dans ce qu'est la logique émotionnelle. Merci. Et merci aussi de partager auprès de vos amis de manière à ce qu'ils viennent nous rejoindre. Mais au quotidien, Catherine, en quoi cette connaissance pourrait nous aider, nous, comme un immortel, nos amis? Je pense que quand on regarde l'évolution de ce qu'on appelle le développement personnel, jusque dans le début des années 2000, la connaissance de soi a été essentiellement une connaissance psychologique. C'est-à-dire, c'est connaître son histoire, mieux voir qui étaient ses parents, mieux comprendre les traces, on va dire, voire les difficultés rencontrées. Et donc, cette approche psychologique avait vocation, cette connaissance de soi avait vocation de nous soulager, d'éclairer et de nous permettre d'aller bien. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, c'est-à-dire que l'approche purement psychique, comme si nous étions quasiment sans corps, n'était pas suffisante pour permettre aux personnes de trouver une posture adéquate dans des situations qui étaient des situations de conflit, des situations d'éducation, dans le couple ou dans le cadre du travail. Et depuis 20-25 ans, la biologie est rentrée vraiment en force, voire un peu plus, est rentrée en force dans la connaissance de soi. Et effectivement, on peut se poser la question de mais à quoi ça sert de savoir que le cerveau fonctionne de cette façon-là? C'est essentiel parce que lorsque nous sommes saisis par l'anxiété, par exemple, par la projection sur les autres de c'est pas possible qu'ils se comportent comme ça, comment est-ce qu'il peut avoir un tel comportement de harcèlement ou de négligence, d'inattention, je ne sais quoi. Et donc, nous nous posons ce type de questions. La psychologie n'est pas suffisante pour nous répondre parce que même si nous découvrons la psychologie de la personne et que nous arrivons à comprendre
ce qui fait que dans sa vie, il se comporte comme ça ne change pas grand-chose pour nous. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si nous avons une connaissance plus fine du fonctionnement de notre système émotionnel, nous allons être capables de saisir qu'est-ce qui est venu me bousculer, qu'est-ce que mon corps a perçu avec mes sens, mes yeux, mes oreilles, mon toucher, etc. Qu'est-ce qui est venu percuter mon équilibre? Quelle sensation j'ai eue de ce heurt? Comment mon corps a réagi? À partir de là, c'est déjà comment je me suis rétablie, moi, comment j'ai retrouvé mon équilibre dans cette situation. Et donc, la connaissance du fonctionnement du système nerveux va nous aider à avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui nous arrive. Autrement dit, beaucoup plus centrée sur soi, plutôt qu'une compréhension projetée sur le comportement des autres qui ne devraient pas se comporter comme ils se comportent. Ce qui évidemment est vain, malheureusement, mais c'est un commentaire qui ne change rien à l'affaire. Et donc déjà, premier temps essentiel que permet cette connaissance de soi, c'est quelque chose a été perçu par mon corps, j'ai senti un effet de bouleversement ou de déstabilisation, mon corps a réagi et ouf, j'ai retrouvé un équilibre. Voilà, donc ça, on est dans l'expérience corporelle. À partir de cette expérience corporelle, ça va nous aider à voir comment nous avons développé des habitudes comportementales qui peuvent être des habitudes comportementales d'évitement, on appelle ça la fuite, ou des habitudes comportementales de lutte, d'agressivité, de conflit, de tension, de bataille, ou des comportements de soumission face aux situations dans lesquelles nous nous replions sur nous-mêmes, ou des comportements qui sont plus joyeux, on va dire, d'excitation, d'appropriation, etc. Et de regarder, du coup, comment, pour répondre à cette homéostasie, pour répondre à ce désir d'existence qui nous habite tous, comment je m'y prends. Et c'est un moment qui peut être parfois douloureux, mais qui peut être aussi réjouissant, de découvrir les capacités du corps et de l'esprit à répondre à des situations qui sont traitées de façon très largement non consciente, d'ailleurs, automatique, mais ça nous permet déjà de nous connaître. Donc, connaître le système nerveux, c'est pas juste un cours de physiologie et biologie. Non, pas du tout. Connaître le système nerveux, c'est se connaître soi, être vivant, plonger dans une vie avec des événements qui changent tout le temps et puis un environnement humain qui est ce qu'il est, et de découvrir avec curiosité et appétit, si je puis dire, le mode de fonctionnement qui est le nôtre et qui nous permet de rester vivant et de grandir dans la situation. La conservation de l'existence et la croissance sont les deux comment dirais-je, les deux polarités qui imprègnent toute notre existence. Donc, à quoi ça sert de connaître tout ça? Encore une fois, ce n'est pas juste pour le savoir, non. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous connaître comme êtres vivants, de découvrir comment nous fonctionnons, comment nous agissons, quelles sont ces habitudes comportementales, et à partir de là, l'écho, comment dire, des conséquences sensorielles, en termes de ressenti et de sentiments, que génèrent ces comportements et quelles sont les représentations que ça génère aussi. L'autre est un imbécile, mon fils est nul, je suis une catastrophe ambulante. Ça, c'était une dame cet après-midi qui me parlait d'elle en termes de catastrophe ambulante. Donc, déjà, elle marchait, hein, ambulante, elle marchait. Mais bon, quand même, de se considérer comme une catastrophe. Donc, toute une représentation très négative de soi, mais ça peut être une représentation très négative des autres. Là, il y a les bons puis les méchants. Et donc, tout ça fait partie du fonctionnement de l'être. Et savoir comment nous fonctionnons, évidemment, quand tout va bien, on a l'impression que ce n'est pas indispensable. Mais à la première anicroche, c'est vraiment important de savoir que nous fonctionnons en tant qu'êtres vivants. Nous n'avons pas à devenir des êtres de besoin et satisfaire nos besoins. Nos besoins sont toujours satisfaits. Notre existence, la réalité, la singularité de l'être vivant que nous sommes
eh bien, nous constatons que nous passons notre temps à satisfaire nos besoins et nos désirs d'existence. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder comment. Parce que sinon, nous sommes obnubilés par « il faut que je trouve comment satisfaire mon existence, il faut que je trouve comment satisfaire mes besoins », et c'est une piste sans fin. En revanche, comment je les satisfais déjà nous ouvre un horizon et nous permet de mieux nous voir et de rentrer en, comment dirais-je, en rapport, en amitié avec soi, de ah ben déjà je fais tout ça. Déjà, je me rends compte que dans cette situation, je vais plutôt éviter de m'y frotter. Je vais faire plutôt profil bas, ou au contraire, je vais plutôt taper du poing sur la table. Ce sont des comportements que nous avons à nous réapproprier pour pouvoir nous connaître et donc sortir de cette, de cette confusion qui consisterait à « il faut que je sois encore meilleur que je ne suis ». On est quand même dans une culture de la performance et je tire moi très volontiers la sonnette d'alarme vis-à-vis de cette culture de la performance, de la réussite et du toujours plus au profit de la connaissance de ce qui est déjà présent et de comment nous sommes vivants. Alors, nous saluons les personnes qui sont venues nous rejoindre. Alors, nous saluons Laurence et nous saluons Michael. Et puis, il y a déjà quelques questions. Il y a Vincent qui demande « La confiance en soi relève-t-elle des mêmes mécanismes que celle que l'on a envers les autres ?» La confiance en soi relève-t-elle des mêmes mécanismes que celles que nous avons envers les autres? Tout à fait. Le mécanisme de confiance naît de soi dans la façon dont nous nous fions à notre propre expérience, vie, comportement, et c'est le rapport que nous avons avec nous-mêmes que nous exportons sur les autres. Voilà, c'est-à-dire que l'autre devient celui sur lequel je projette un état de confiance que j'entretiens avec moi-même d'une certaine façon. Et connaître comment j'entretiens ce rapport à moi-même et comment je me fie à moi, à qui je suis, à ce que je fais, cette connaissance va nous aider à prendre du recul par rapport à l'attente que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres. Pas de tous les autres, mais en général de certains autres. Gérald demande « Comment alors je peux me fier à ce que je fais si ce que je fais, c'est me méfier ?» Eh bien, la méfiance elle-même fait partie pas d'un choix, mais en tout cas d'un mécanisme qui est évidemment chargé de sens. La méfiance n'est pas négatif. On voit la méfiance très souvent comme étant une attitude même de rejet par rapport aux autres ou de rejet par rapport à soi. Et donc, elle est, considérée comme un comportement qu'il faudrait changer. Or, le fait de se méfier, d'abord, on ne se méfie pas de tout, mais le fait, dans certaines situations, de regarder comment nous nous méfions, c'est qu'est-ce que je fais qui me fait dire que je me méfie? Est-ce que j'observe? Est-ce que je me recule? Est-ce que vous savez qu'un peu comme dans l'eau, je mets un pied pour voir si l'eau est chaude, froide, etc. Donc, on pourrait dire que je me méfie un petit peu. Donc, on peut faire ça dans des tas de situations. Eh bien, cette attitude-là, plutôt que d'être rejetée comme étant, ça devient, je suis quelqu'un de méfiant. Alors, ça y est, l'étiquette est posée sur le front. Toi, t'es méfiant, toi, t'es méfiante, etc. Non, c'est ce que je fais, c'est que je me méfie, mais il faut aller encore un peu plus loin. C'est qu'est-ce que je fais précisément dans cette situation-là qui me fait dire que je me méfie? Est-ce que je pose des questions? Est-ce que je continue d'observer? Est-ce que… Voilà, c'est plus nous sommes concrets sur l'acte que nous posons et sur le geste que nous faisons qui nous fait dire que nous nous méfions, mieux nous nous connaissons. Et vraiment, la connaissance de soi, la connaissance de la façon dont nous nous adaptons aux situations, c'est ça qui va nous aider, voire nous sauver, surtout dans les circonstances où l'environnement change à toute allure.
Donc, Marie s'étonne de ce que tu viens d'exprimer. Peut-être elle voudrait approfondir. Je suis dans une fiction lorsque je ne connais pas ma confiance. Alors, c'est super, Maryse, de parler de fiction parce que le système nerveux, dans sa partie, on va dire, plus cognitive, plus réfléchie, plus... une petite bestiole, là. Non, c'est un gemme. Ah, c'est un gemme. Ah, merci pour le gemme. J'ai perdu le fil, hein. Aide-moi. Parce qu'il était question de fiction. Oui, alors, avec cette notion de projection. Nous savons, absolument, nous savons maintenant, les neuroscientifiques, des gens comme Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, etc. C'est-à-dire vraiment, et puis tu as d'autres neuroscientifiques, vraiment en neurosciences dures, hein, mettent en évidence que tout le système cognitif est un système d'interprétation. Ce système d'interprétation, il est naturel, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un non mais toi tu interprètes, bah oui, tout le monde interprète, j'interprète, vous interprétez, tout le monde interprète. Donc tout ça c'est tout à fait normal parce que le système nerveux cognitif, c'est-à-dire que le néocortex, la partie la plus frisée on va dire du système nerveux du cerveau et le plus récent à l'aune de l'évolution, ce cerveau passe son temps à interpréter la vie, c'est-à-dire non seulement ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, mais aussi ce que nous voyons, ce que nous entendons, etc. Et donc, ces neuroscientifiques n'hésitent pas à parler de fiction. Nous passons notre temps à fictionner, nous passons notre temps à interpréter, nous passons notre temps à décrire une réalité. Et le problème n'est pas que nous opérons de cette façon-là. Le problème, c'est de ne pas le savoir, et donc de penser que ce que nous décrivons de la réalité, c'est la réalité. Non, ce que nous décrivons de la réalité, c'est une description. La réalité, elle se vit. À partir de là, nous pouvons en faire une description. Donc, il y a un langage. Donc, nous allons utiliser un langage qui va décrire le mieux possible ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, et nous allons le projeter sur les autres. Tout ça relève d'une forme de fiction. Tout ça est proche de systèmes de croyances, de systèmes de valeurs et de systèmes d'interprétation. Et c'est normal. Donc nous n'avons pas à nous en vouloir, et nous avons encore moins à en vouloir aux autres, d'avoir et d'être imprégnés de ce système d'interprétation. Donc oui, quand nous parlons de confiance, d'une confiance qui serait essentiellement représentée et élaborée, eh bien, nous sommes dans la fiction. Et la preuve en est, c'est que moi, quand j'entends quelqu'un dire que non, mais moi, quand je rencontre quelqu'un, la première chose, moi, c'est un élan naturel, j'ai tout de suite, j'ai 100% confiance, je suis extrêmement dubitative parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire que d'être 100% confiante. Et très souvent, cette phrase-là précède le « non mais il m'a énormément déçu, elle m'a énormément déçu, maintenant je ne lui fais plus confiance ». Alors on est passé de 100% à 0%. C'est pas ça la confiance. La confiance est vraiment fondée sur une expérience corporelle vivante, vivace, qui imprègne nos cellules et qui nous parle de la façon dont nous rencontrons la personne, ce qui s'y est passé, comment nous nous sommes comportés, ce que nous avons regardé de façon privilégiée chez l'autre, à quoi nous nous sommes fiés, ce que nous avons au contraire mis un petit peu en réserve. Enfin, c'est tout un processus, c'est tout un mouvement. C'est pas du tout juste, voilà, c'est forcément c'est quelqu'un qui a un haut niveau d'études, donc elle est fiable. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une toute autre nature, et même cette représentation, elle peut aller jusqu'à un comportement presque contre nature. C'est-à-dire que plutôt que de nous fier à l'expérience que nous vivons, nous risquons de nous fier à ce que nous pensons que nous devrions vivre. Et là, ça rentre dans un grand flou plus ou moins artistique et qui peut générer beaucoup de confusion, beaucoup de conflits, beaucoup de peine, parce que nous ne nous sommes pas fondés sur la réalité même de l'expérience. Maryse qui se demande vraiment comment faire.
nourrie par ses parents de paroles dévalorisantes, et comment elle peut aller au-delà de ces mots blessants pour accompagner, j'imagine. Alors, aller au-delà des mots blessants, c'est déjà restituer à ses parents ce qui appartient à ses parents, c'est-à-dire lorsque l'enfant, malheureusement, évidemment malheureusement, a reçu, a été imprégné, c'est-à-dire les oreilles, le cerveau a été imprégné de paroles dévalorisantes, bien sûr que l'enfant l'a reçu parce que l'enfant, il est essentiellement poreux, surtout les tout premiers temps de sa vie. Et donc, l'enfant, il a gardé quelque chose de ces paroles comme si elles étaient vraies. Et l'enfant, pour se construire dans les tout premiers temps de sa vie, évidemment, il considère que son environnement est fiable, en général. Donc, il ne s'agit pas de changer quelque chose à partir des paroles dévalorisantes, parce que tant que le cerveau, notre cerveau, travaille avec les paroles dévalorisantes qui étaient l'expression de ses parents, le cerveau, il va conserver quelque chose de la dévalorisation. C'est exactement comme ne pensez pas au cheval blanc d'Henri IV. Bah, c'est pas possible. Ça y est, le cheval blanc d'Henri IV a été prononcé et automatiquement, c'est rentré dans les oreilles, le cerveau s'en est emparé. Donc, ces paroles dévalorisantes doivent être restituées à leur propriétaire et pour la personne, il y a tout un travail à faire et c'est un vrai travail au sens de ça demande des efforts, un travail à faire pour petit à petit entrer en observation de ses propres comportements, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, comment je fais, quel résultat ce que je fais a sur la situation, et donc petit à petit construire, élaborer, construire tout comment dirais-je, des connexions neuronales qui vont petit à petit faire que ces mauvaises paroles qui revenaient de façon automatique vont s'étioler d'elles-mêmes. Mais surtout, il n'y a rien à faire de ces paroles-là, puisque, encore une fois, tant que le cerveau s'en empare, finalement, la situation risque de rester la même. Le premier geste à faire, c'est de reconnaître que ces paroles parlaient des parents. Ça ne parle pas de soi. Ça ne fait parler que des parents qui considéraient leur enfant comme n'étant pas à la hauteur de leurs espérances à eux. Ça n'a jamais parlé de l'enfant. Ça parle des parents. Et l'enfant devenu adulte, lui, de cette expérience difficile, il a à effectuer ce travail et l'équilibre, un équilibre plus stable et donc plus confiant ne peut naître que de l'attention portée sur sa propre expérience. Et c'est un vrai job et c'est un gros travail. Alors, tu parles depuis tout à l'heure de faire effort, d'un travail, d'un job. Et nous, individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut lire, on peut regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À quoi la LE peut nous aider? La LE n'est pas une baguette magique. Malheureusement, elle nous rappelle à notre condition d'être vivant. Et la condition d'être vivant, c'est d'être en permanence en rapport avec la réalité environnementale, les autres, le manager qui est épuisé, qui râle tout le temps, qui demande toujours plus, etc., etc. Et donc, je me rends compte que, en parlant de job, de travail et d'effort, c'est pas très sexy et certainement que ça n'éveille pas forcément une tentation de voilà, là, je vais faire ça et puis ça va aller. Non, malheureusement. Et pourtant, c'est important d'entendre que nous pouvons agir, nous pouvons être acteurs, on va dire, de notre propre évolution. Et pour ça, rien ne vaut la pratique. C'est-à-dire, rien ne vaut à la fois la connaissance de comment ça procède, quel est ce processus de logique émotionnelle, comment ça marche. C'était vraiment cette phrase, moi, qui m'a lancée du côté de la médecine, etc. C'est comment ça marche. Donc, tous les livres que j'ai écrits, et ceux que j'ai écrits avec Aurore, ma fille aînée,
qui est journaliste, c'est comment ça marche. Voilà, une description de comment ça marche. Ce que je reçois comme retour de la part de plein de gens qui ont lu les bouquins, et c'est toujours un bonheur pour moi, c'est que cet éclairage sur la connaissance du processus a déjà énormément soulagé les tensions et les incompréhensions qu'on peut avoir vis-à-vis de soi en termes de culpabilité, de honte, etc. Donc oui, la lecture des livres, ça aide. Et le dernier, ma Bible des émotions, qui est un plus gros, il y a plus de contenu, a vocation vraiment à être le plus précis possible sur ce fonctionnement. Et puis, pour pouvoir s'en imprégner de façon encore plus active, rien ne vaut évidemment l'action, c'est-à-dire des stages, des formations, ce qu'on appelle dans l'Institut de logique émotionnelle des modules, qui permettent non seulement de comprendre le processus, mais qui permettent aussi de s'impliquer avec ses propres difficultés et douleurs émotionnelles, vraiment de s'impliquer et d'appliquer la logique émotionnelle à nos comportements et de voir comment nous pouvons non seulement être éclairés par la compréhension, mais aussi ce que nous pouvons mobiliser, comment nous pouvons répondre à notre désir de sécurité, d'appartenance, etc. Comment nous pouvons y répondre, parce que le besoin et le désir d'existence, ça ne changera pas. C'est inscrit dans les cellules, ça ne peut pas changer. Ce que nous pouvons initier, ce sont des réponses plus ajustées, plus respectueuses de soi, plus source de confiance aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Voilà, c'est-à-dire que la pratique de ces stages, les livres et la pratique des stages ont vocation à ramener la personne à son propre pouvoir pour répondre à des situations dans lesquelles il y a un haut niveau de tension émotionnelle. Encore une question, puisque nous restons dans le format d'une heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous dire vos désirs et peut-être que la prochaine fois, nous ferons un peu plus long. Je peux revenir, c'est ça ? Qui va revenir, qui va nous rejoindre plusieurs fois de suite, en octobre, en novembre déjà, et puis donc vous serez informés sur le sujet. Mais peut-être répondre à une dernière question. Bonsoir Géraldine, bonsoir Cécile. Vous pourrez bien sûr regarder l'ensemble de cette conférence en replay, puisqu'il y aura un replay. Donc Véronique se dit, si je me méfie des autres parce que j'ai été trahie, que j'ai vécu une expérience douloureuse, et je vois maintenant précisément, j'anticipe, comment puis-je renouer avec la confiance ? C'est Géraldine, c'est ça ? Non, Véronique. C'est Véronique. Nous sommes des êtres vivants doués de mémoire. Et donc, l'idée selon laquelle nous pourrions être privés de cette mémoire est quand même une très très mauvaise idée. Donc oui, la mémoire de cette trahison, il va falloir procéder avec cette mémoire. Mais dans ce que dit Véronique, il y a déjà un premier point, c'est-à-dire c'est le sentiment, le ressenti de trahison qui peut tout à fait imprégner la personne. Et voilà, c'est un ressenti. Ce ressenti-là, ce ressenti de trahison, ce ressenti de douleur, hein, et la trahison, ça peut vraiment être vécu sur un mode de grande souffrance. Ce ressenti de trahison, il va, justement, pour arriver à renouer avec confiance, il va falloir que nous regardions comment nous-mêmes, quel comportement nous avons eu, quelles étaient nos attentes, quelles ont été nos attitudes, qui nous étions, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous donné dans la relation dans laquelle nous considérons que nous avons été trahis, soit parce que nous étions enfants, mais aussi peut-être plus tard. Et donc, la logique émotionnelle nous ramène régulièrement à prendre notre part à nous, même quand nous étions enfants. Un enfant, ça attend naturellement d'être secouru, d'être soutenu, etc. Et donc, c'est plus l'enfant attend, plus le comportement du parent, par exemple, peut être source de déstabilisation puisque l'attente a été trahie en quelque sorte. Ce qui va nous aider, c'est déjà de réaliser que
c'est nous qui attendons. Il est extrêmement important de redevenir acteur de sa propre expérience. Si nous nous, entre guillemets, contentons de dire c'est l'autre qui m'a trahi, donc comment est-ce que je peux retrouver la confiance si l'autre m'a trahi, c'est insuffisant. C'est l'autre a eu le comportement qu'il a eu, mais moi, quel comportement j'ai eu dans la situation que j'évoque. Et c'est cette reconnexion à soi-même, c'est-à-dire le fait de pouvoir se fier à soi dans le comportement que nous avons eu dans la situation, qui va nous aider à créer une forme de confiance qui, évidemment, va intégrer le comportement de l'autre, puisque le comportement de l'autre, il existe, hein, donc ce n'est pas la peine de se leurrer et de se raconter autre chose, mais qui fait que la trahison ne sera plus uniquement un point d'appui qu'il faudrait éliminer avec l'idée du pardon ou je ne sais quoi. Non, c'est la trahison de l'autre, en tout cas le sentiment que l'autre nous a trahi, en nous ramenant à nous-mêmes et en nous ramenant à notre propre expérience, y compris l'expérience corporelle, y compris l'expérience vraiment du corps. C'est ça qui va nous aider à nous reconnecter, à nous connecter avec notre existence et donc à nous relier, à refaire confiance, à nous refaire confiance, à nous être vivants, corporels et psychiques, et nous aider à créer une forme de relation qui sera nouvelle et qui tiendra compte de l'ensemble de ces événements. J'ai l'impression que j'ai été très longue pour l'expliquer, mais c'est vraiment pour donner à entendre que le jugement porté sur l'autre, qui est de l'autre m'a trahi, n'est qu'une partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. D'où l'importance d'élargir notre vision et de l'élargir du côté de nos propres comportements à nous, de nos actions, de nos habitudes, etc. Parce que s'il n'y a pas cette part de l'équation, ben c'est comme si de marcher sur une jambe, on n'avance pas beaucoup. Hein. Merci Catherine. Donc, ce que nous pouvons vous proposer, c'est soit travailler en direct avec une personne, ce qu'on appelle un coaching ou en thérapie, mais aussi aller vers des modules. Et il y en a plusieurs que nous pouvons vous proposer. Il y en a un qu'on appelle fondamental, c'est-à-dire que c'est émotion quand c'est plus fort que moi. Il est en novembre, vous allez le retrouver sur la page, un petit peu plus bas quand nous vous enfermez. Et il y a quelque chose aussi un peu préalable, puisque c'est le 19 et 20 octobre, et c'est ce qui préoccupe certaines personnes qui m'en ont parlé en aparté avant cette conférence, c'est mais qu'est-ce que l'émotion et qu'est-ce qui se passe au cœur d'un couple? Et puis après, il y a aussi tout un module autour de qu'est-ce que l'éducation vue sous l'angle de la logique émotionnelle, c'est-à-dire élever et éduquer. C'est ça, c'est-à-dire que la compréhension du processus émotionnel éclaire énormément ce qui se joue à l'intérieur d'un couple, puisque ce qui se joue, c'est la projection sur l'autre d'une attente qui parle de soi et déjà de comment nous sommes en rapport avec nous-mêmes. Donc, avant d'être en rapport avec l'autre, c'est déjà d'éclairer comment la logique émotionnelle nous permet de voir comment nous sommes en rapport avec nous. Et évidemment, dans le cas de l'éducation, il est fondamental que le parent se connaisse son propre fonctionnement pour éviter de prendre, dans le cadre de l'éducation, ses enfants comme projet pour lui-même. Voilà, donc c'est ça aussi que nous regardons. Et c'est 2 jours à chaque fois, et c'est très très riche. Donc vraiment une proposition de nous rejoindre, où moi je co-anime ces stages avec Sylvie Alexandre, nous rejoindre pour découvrir vraiment en situation comment cette approche peut nous aider à être plus juste avec soi évidemment, et donc plus juste dans la relation avec les autres. Merci Catherine, nous allons donc conclure sur cela. Merci à tous. Toutes les informations que vous souhaitez, vous pouvez les demander par Messenger sur la page. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur la page ou aller sur notre site, vous êtes déjà allé pour certains, logiqueémotionnelle.com.
Et vous retrouverez donc Catherine en octobre et en novembre, ou plus en direct sur les modules qu'elle anime pour le couple et pour l'éducation, autour de la notion de couple et la notion d'éducation. Voilà, mais dans les fondamentaux, c'est vraiment important aussi, parce que là, il y a vraiment les bases de la connaissance du processus. Émotion quand c'est plus fort que moi. Merci. Bonne Bonsoir. soirée. J'arrête.